Bonjour à tous et bienvenue sur Matricule 007. Votre esprit subtil aura deviné le sujet principal de cette chaîne, James Bond et son univers. Parcourez ses aventures livresques et cinématographiques à mes côtés chaque samedi matin. Bonjour à tous, ce mois-ci j'analyserai le deuxième film d'Éon Productions, Bon baiser de Russie, sorti en 1963. Face au succès inattendu de Dr No, les producteurs Albert Broccoli et Harry Saltzman décident de réaliser un deuxième James Bond. Quel roman choisir ? Celui ayant réalisé les meilleures ventes, 6 millions d'exemplaires, celui mis en avant par le président Kennedy, Bon baiser de Russie. Les deux hommes souhaitent surtout éloigner leur héros de la guerre froide. Je cite, « Aucun des protagonistes ne sera l'incarnation du méchant typique du rideau de fer ou de l'Orient impénétrable », explique Broccoli. Saltzman et Broccoli forment un cocktail explosif, un concentré d'action, d'humour et de séduction, rehaussé d'un soupçon de snobisme et de sadisme dont chaque dollar dépensé se voit à l'écran. M convoque James Bond dans son bureau pour l'informer de sa nouvelle mission, venir en aide à la jeune russe Tatiana Romanova qui souhaite passer à l'ouest avec une machine permettant de déchiffrer les codes secrets soviétiques. La jeune femme est secrétaire au consulat soviétique à Istanbul et croit travailler pour son pays. En réalité, elle a été engagée par Rosa Klebb, agent du Spectre, organisation internationale souhaitant la mort de Bond. À Istanbul, James Bond prend contact avec Kerim Bey, un agent local du MI6. Grâce à lui, il rencontre Tatiana et prend possession du décodeur baptisé Lector. Bond et Tatiana s'embarquent sur l'Orient Express en direction de l'Europe de l'Ouest, ignorant qu'ils sont suivis par Red Grant, un tueur chargé par le Spectre d'éliminer définitivement 007. À l'escale de Zagreb, Grant se présente à 007 et lui affirme être chargé par le MI6 de l'aider à franchir la frontière yougoslave. Lors d'un dîner dans le train, Grant drogue Tatiana en versant quelques gouttes de somnifère dans son verre. Les deux hommes ramènent la jeune femme dans la cabine et Grant profite des circonstances pour assommer Bond. À son réveil, James apprend toute la vérité sur cette affaire. Grant travaille pour le Spectre, doit rapporter le lecteur à l'organisation et Tatiana croit travailler pour le Smersh. 007 propose à son adversaire 50 souverains d'or dissimulés dans une mallette en échange de sa vie. L'autre saute sur l'occasion, ouvre l'attaché-caisse, ignorant que celui-ci est piégé. Du gaz lacrymogène lui jaillit au visage. James se jette sur lui dans un combat au corps à corps qui se termine par la mort de Grant. Le lendemain matin, l'Orient Express est stoppé en pleine campagne. Bond et Tatiana quittent le train et parviennent à monter dans un camion qui devait récupérer Grant. Se voyant dépassé par les événements, le Spectre tente en vain de faire intercepter ce camion. Une poursuite en pleine mer s'ensuit, sans plus de résultats pour les bandits. Le couple parvient à Venise. Dans l'hôtel où ils peuvent prendre enfin quelques heures de repos, Bond et Tatiana sont attaqués par Rosa Klebb, qui s'est déguisée en femme de chambre pour intervenir en personne. Une de ses chaussures dissimule une lame recouverte de poison avec laquelle elle essaye de frapper 007, mais Tatiana lui tire dessus avant qu'elle n'y parvienne. L'espionne russe comprend qu'elle a été dupée et tombe dans les bras de Bond. Une très jolie fin à l'américaine. Suite au succès financier inattendu de Dr No, la société United Artists a donné le feu vert pour qu'un deuxième film de James Bond soit produit. Le studio décide de doubler le budget, offrant ainsi à Éon Productions 2 millions de dollars. Le studio accepte également une hausse de salaire de l'acteur Sean Connery. Celui-ci passe de 5 000 livres à 54 000 dollars, plus une prime de 100 000 dollars. Le roman Opération Tonnerre devait initialement être adapté pour ce deuxième opus, mais les producteurs préfèrent miser sur Bon baiser de Russie. Alfred Hitchcock se proposa de réaliser le film, mais Terence Young lui coupa l'herbe sous le pied en reprenant son poste. Par vengeance, ou pour faire enrager le maître du suspense, Bon baiser de Russie va grandement s'inspirer de La mort aux trousses, sorti en 1959. Le héros va devoir affronter ses ennemis dans un train, l'héroïne mystérieuse est une charmante blonde, le héros est isolé sur la lande et un avion vole vers lui pour le tuer, les moments de tension se concluent par des petites notes d'humour, et j'en passe. Le chef décorateur dut être remplacé.
Ken Adams se trouvait sur le tournage du film Dr. Folamour de Stanley Kubrick. Sid Cain le remplaça. Il venait de réaliser les décors de la comédie Appelez-moi chef, une autre production Eon, avec Bob Hope et Anita Ekberg. Souvenez-vous de ce titre, car on va l'apercevoir dans Bon baiser de Russie. Le concepteur du générique, Maurice Binder, fut remplacé par Robert Brown-John, qui fit naître la tradition visant à montrer des femmes peu vêtues dans les génériques d'ouverture de la saga. La coordination des cascades fut confiée à Peter Perkins, Bob Simmons préférant se limiter aux cascades. Quant au scénario, il est d'abord confié à Joanna Harwood. Elle finit par quitter l'équipe suite à de nombreuses mésententes avec le réalisateur Terence Young. Ce dernier se permettait de modifier complètement le texte sans la consulter. Red Grant a notamment été ajouté dans les parties d'Istanbul pour mettre davantage l'accent sur la conspiration du spectre. Grant sauvera la vie de Bond dans le camp des Gitans. Si Joanna tenta de coller au roman, Young s'en éloigna complètement et imposa des idées qui, selon elle, n'amélioreraient en rien l'histoire. Salzman embaucha le romancier Len Decton pour finaliser le script. Il partit rejoindre l'équipe à Istanbul et comprit que son poste avait été attribué à Richard Maybaum, scénariste sur le premier film. Ce dernier ajouta 2 scènes de poursuite, l'une avec un hélicoptère et une autre avec des hors-boards. Il modifia le lieu de la confrontation entre Bond et Klepp de Paris à Venise. Maybaum ne cessa de modifier le scénario tout au long du tournage, car ce dernier se révéla difficile à écrire et à finaliser. Richard Maybaum se débattait avec les différents personnages. Il devait être à la fois fidèle au roman, tout en offrant aux futurs spectateurs un film d'action. Le roman de Ian Fleming était un pur thriller de la guerre froide, mais les producteurs préféraient remplacer l'agence soviétique Smersh par le syndicat du crime Spectre, afin d'éviter des connotations politiques controversées. James Bond devait être admis et estimé dans tous les pays du monde, quel que soit leur régime. L'acteur écossais Sean Connery endosse le costume de James Bond pour cette deuxième aventure. Permettez-moi de vous raconter 2 anecdotes à son sujet. La première, apprenez que Sir Connery était très fier de ses origines écossaises et pouvait se montrer très agressif envers les Anglais. L'insulte suprême était de le confondre avec l'un d'eux, ce que fit innocemment sa partenaire Daniela Bianchi. La scène se déroule au studio Pinewood, à Londres. Sean est déjà là. La jeune femme arrive et, tout en se dirigeant vers lui, déclare « Bonjour Sean, je suis très contente de faire ce film avec vous. » L'homme la toise froidement. Certes, la phrase est banale, mais elle ne contient rien d'offensant. Mon nom s'écrit peut-être Sean, S-E-A-N, mais se prononce Sean. C'est un prénom celtique qui signifie John, ou Jean, si vous préférez. Je suis écossais. Je tiens beaucoup à mon prénom. Ne l'écorchez pas, je vous prie. Sa fierté est même écrite sur son corps, car l'un de ses tatouages indique « Scotland forever », l'Écosse pour toujours. Le seul Anglais qui mériterait d'être écossais, disait-il, est Shakespeare, car il a écrit Macbeth. En 1971, l'acteur reversa l'intégralité de son cachet du film Les Diamants sont éternels au Scottish International Educational Trust, un fonds destiné à favoriser les études de jeunes Écossais brillants issus de milieux défavorisés. Autre preuve, en 2000, la reine d'Angleterre, Elisabeth II, souhaite anoblir l'acteur en hommage à sa carrière cinématographique et demande à le rencontrer. Broccoli et Salzman devront se traîner à ses pieds en le suppliant pour qu'il accepte l'hommage qui lui était fait. Deuxième anecdote. Le tournage est terminé et pendant que les monteurs font leur travail, Sean Connery part en séance photo afin de promouvoir le film. Il se rend au studio de Shepperton et enfile le costume de 007, soit un smoking noir à manchettes garnies de satin. Il se tourne vers l'accessoiriste et lui demande son Walter PPK. Consternation, l'arme a été oubliée. Impossible de reporter la séance. Par chance, le photographe David Hearn possède un pistolet à air comprimé dans sa voiture qu'il utilise lors de séances de tir sur cible. Je suis ignorante en armes, mais un Walter PPK et un pistolet à air comprimé ne se ressemblent pas. Pas grave, les photos seront retouchées ultérieurement. Problème,
tout le monde a oublié de corriger l'erreur et aucun expert n'a remarqué la supercherie. Le pistolet en plastique est tellement devenu célèbre qu'il s'est vendu aux enchères chez Christie's en 1998 pour la somme de 12 000 livres. Pour interpréter le rôle de la James Bond Girl, il faut une actrice sexy. Fleming imaginait une Greta Garbo plus jeune. L'actrice suédoise est âgée de 58 ans au moment du tournage. Le physique de celle-ci n'était pas au goût des producteurs. Ils veulent une blonde pulpeuse. Plus de 200 filles vont être auditionnées, dont Magda Konopka, Silva Kochina, Helga Andersen, Pia Lindström, Sally Douglas, Margaret Lee, Lucia Moduno, Virna Lisi, Annette Vadim, Hélène Chanel, Norma Foster, Marie Samel, Marie-Lou Tolo, Tania Mallet, Ali Zagour et Maria Xena Kalogeropoulos. Permettez-moi de vous raconter une petite anecdote sur cette dernière. Celle-ci reçut un jour un appel de son agent qui lui avait obtenu une audition pour un rôle dans le nouveau James Bond. Confuse, la jeune femme téléphona à son ami Mario Zampi, réalisateur italien, pour s'instruire sur le personnage. Le réalisateur lui conseilla d'accepter le rôle qui serait un tremplin pour sa carrière. Consigne de la production, je cite, « apporter des bas noirs et une chemise de nuit digne d'une espionne ». Ne connaissant pas la panoplie de la parfaite espionne, Maria opta pour une nuisette de Saint-Anne noir. Une limousine vint la récupérer à l'aéroport de Londres et la conduit à l'hôtel Dorchester. Young attend dans le hall, vêtu d'un manteau de fourrure, fumant un cigare. Il est entouré par des actrices blondes, très grandes, pulpeuses, portant toutes un manteau de fourrure. Maria est la seule brunette, petite et parée d'un manteau bon marché un peu râpé. Chaque postulante reçoit un exemplaire du livre de Fleming. Maria monte dans sa chambre et étudie le texte de l'audition. À travers les cloisons, elle entend les autres filles répéter. Le jour J, l'actrice grecque est maquillée à la truelle, selon elle, coiffée en bataille et vêtue de sa tenue d'espionne. Elle entre dans la pièce et Young lui demande d'ôter sa nuisette, puis de se glisser sous les draps. Chaque audition est réalisée avec le plus grand sérieux, comme s'il s'agissait du tournage réel du film. La jeune femme est contactée quelques jours plus tard et rejoint Young en salle de projection. Elle ne se reconnaît pas à l'écran. Elle est si belle! Young lui confesse un problème. Salzman veut une blonde. Broccoli la trouve géniale et est prêt à modifier le rôle. Le lendemain, les journaux mettent à la une le portrait de 3 actrices. Helga Andersen, Maria Xena et Daniela Bianchi. Le titre, laquelle sera la prochaine James Bond Girl. United Artists rejette la candidature de l'actrice allemande. Daniela obtient le rôle et Maria repart à Athènes. Daniela Bianchi est une actrice italienne âgée de 21 ans et peu connue. Après avoir été choisie, la comédienne est contrainte de suivre des cours d'anglais, mais sera finalement doublée par l'actrice britannique Barbara Shefford, non créditée au générique, à cause de son accent italien. Lors de son audition, c'est l'acteur Anthony Dawson, le professeur Dunt de Dr No, qui interprète James Bond. Après Bon baiser de Russie, l'actrice recevra de nombreuses propositions pour jouer dans d'autres films d'espionnage. Le tigre aime la chair fraîche en 1964 de Claude Chabrol, Barbouze chérie de José Maria Forqué, Mission spéciale Lady Chaplin en 1966 d'Alberto de Martino et Terence Hathaway, Un certain Monsieur Bingo en 1967 de Sergio Solima et Échec international en 1968 par Giuseppe Rosati. Daniela jouera également dans une parodie de James Bond, Opération Frère Cadet en 1967 d'Alberto de Martino avec Neil Connery, le frère cadet de Sean. Petite anecdote, l'actrice a d'ailleurs failli perdre le rôle de James Bond Girl. La voiture qui la menait de son hôtel au site de tournage eut un accident et finit sa course dans un ravin. Le chauffeur s'était endormi au volant. Elle ne fut pas gravement blessée, mais son visage, enflé et scarifié, l'empêcha de tourner pendant plusieurs semaines, obligeant le réalisateur à changer le plan de tournage. L'acteur mexicain Pedro Armendariz fut recommandé par le réalisateur américain John Ford pour le rôle d'Ali Kerimbe. Les deux hommes avaient travaillé ensemble dans les films Dieu est mort en 1947,
Le Fils du désert en 1948 et Le massacre de Fort Apache en 1948. Kerim est un marchand ayant une échoppe dans le Grand Bazar d'Istanbul qui lui sert de couverture. Il est en réalité le contact du MI6 en Turquie. Pedro a fait ses études à l'école de San Antonio au Texas, puis à l'Institut Polytechnique de Californie. Il commence sa carrière de comédien au théâtre à Mexico au début des années 1930. Personnalité forte et haute en couleur, il contribue largement à la renommée du cinéma mexicain. Quand il est engagé sur le tournage de James Bond, il est âgé de 51 ans. La réalisation du film est presque terminée quand Pedro Armendáriz, très fatigué, apprend qu'il est atteint d'un cancer en phase terminale. Il n'a plus que quelques semaines à vivre. Après avoir tenté de cacher sa maladie au reste de l'équipe, Armendáriz a supplié Young de le laisser terminer ses scènes afin que sa famille, en manque d'argent, puisse hériter de son cachet. Young tourne en priorité toutes les scènes où il doit encore apparaître afin de pouvoir le libérer. L'acteur se donnera la mort dans une chambre d'hôpital à Los Angeles à l'aide d'un pistolet antique qu'il avait introduit clandestinement le 18 juin 1963, 4 mois avant la sortie du film. Son fils Pedro Armendáriz Jr. fit une apparition dans Permis de tuer en 1989 dans le rôle du président Héctor Lopez. Le premier choix des producteurs pour le rôle de Rosa Klebb, numéro 3 du Spectre, se porta sur l'actrice grecque Katina Paxinou. Mais Terence Young n'était pas convaincu et proposa la chanteuse autrichienne Lotte Lenya après avoir écouté un de ses enregistrements. Le service des costumes proposa à Lenya un costume rembourré qu'elle refusa de porter. Danelia Bianchi déclara lors d'une interview « Lotte était une femme très petite et très douce. Son rôle de méchante coriace était totalement à l'opposé de ce qu'elle était. » Cette performance lui valut d'être nommée aux Laurel Awards en 1965 dans la catégorie meilleur second rôle féminin. Le succès de Lotte Lenya dans Bon baiser de Russie a encouragé les acteurs David et Anthony Meyer à accepter les rôles des jumeaux lanceurs de couteaux Mishka et Grishka dans Octopussy en 1983. Dans le film, Rosa Klebb est l'ancienne directrice du SMERSH, organisation qu'elle a quittée pour rejoindre celle du Spectre. Elle utilise les plans de Toys Kronstein, numéro 5 du Spectre, pour obtenir le Lector, un dispositif de décodage que le Spectre compte revendre. Elle manipule Tatiana Romanova pour qu'elle vole le lecteur et envoie ensuite Grant tuer James Bond. Dans le roman, le colonel Rosa Klebb est un membre de haut rang de l'agence de contre-espionnage soviétique SMERSH. Elle jouit de la réputation de très bien mener les interrogatoires des agents ennemis. James Bond doit mourir pour venger la mort de 2 agents du SMERSH, le Chiffre et Monsieur Big. Les cadavres s'empilent, mais jamais le bon. Quand Bond pénètre dans la chambre d'hôtel de Klebb, il la trouve habillée comme une riche veuve. Après avoir échoué à l'éliminer avec une arme à feu cachée dans un téléphone, elle réussit à utiliser contre lui un poison, du venin fougou, par le biais d'une lame cachée dans sa chaussure. Elle est ensuite capturée par un ami de Bond, René Matisse, qui travaille au 2e bureau. Le roman se termine alors que James Bond tombe au sol. Le romancier Ian Fleming avait alors l'intention de mettre fin à sa série littéraire en faisant ici mourir son héros. Pourtant, dans le roman suivant, Dr No, M révèle que Bond a survécu à la suite d'une intervention de dernière minute de Matisse et que Rosa Klebb a été tuée. Le nom de Rosa Klebb est un calembour sur l'expression populaire soviétique relative aux droits des femmes, Klebb et Rosie, qui était un détournement du slogan du syndicat international du pain et des roses. Robert est à peine âgé de 12 ans quand son père alcoolique se suicide. Le gamin se réfugie dans l'écriture et la comédie. Quelques années plus tard, il entre à la Royal Academy of Dramatic Art, puis dans la Royal Shakespeare Company. Sa carrière atteint des sommets entre le milieu des années 1960 et 1970. Il est nommé aux Oscars pour son rôle dans Un homme pour l'éternité. L'acteur est notamment connu du grand public pour son rôle de chasseur de requins dans le film Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. Tout au long de sa carrière, il incarna surtout des méchants, le fanatique colonel nazi dans la bataille des Ardennes en 1965,
le gangster cynique de l'arnaque en 1973, le troublant Monsieur Bleu, tueur et preneur d'otages raffiné dans Les Pirates du métro en 1974. Shaw refusa initialement le rôle de Red Grant car il n'appréciait pas le scénario. Son épouse de l'époque, Mary Ure, l'a néanmoins convaincu de l'accepter. Pour le rôle, Shaw teint ses cheveux en blond. Un autre acteur avait été retenu pour le rôle, l'anglais Joseph Robinson. Sean Connery et Robert Shaw se connaissaient déjà. Ils ont travaillé ensemble sur le film Train d'enfer en 1957. Robinson reviendra dans Les Diamants sont éternels pour le rôle de Peter Franks. Durant le tournage de la série The Tonight Show en 1962, Shaw déclara qu'il devait se tenir debout sur une chaise lorsqu'il jouait face à Sean Connery car il était nettement plus petit que l'acteur écossais. Nettement est un terme un peu exagéré, selon moi. Sean mesure 1m88 et Robert 1m80. 8 cm d'écart ne sont pas le bout du monde. Le numéro 1 du spectre, dont le nom n'est jamais mentionné, sauf au générique de fin, est Ernest Stavro Blofeld. Son corps est celui d'Anthony Dawson, l'acteur qui jouait le professeur Dent dans James Bond contre le Dr No. Il est d'ailleurs crédité au générique par un point d'interrogation. Pourquoi corps ? Eh bien, le visage de Blofeld ne sera jamais montré durant le film. Seules ses mains et le bas de son corps sont cadrés alors qu'il caresse son chat angora blanc. Ce concept sera réutilisé dans Opération Tonnerre. Par contre, c'est l'Autrichien Erich Pohlmann qui prête sa voix au personnage. Ce dernier ne fut pas crédité au générique. Terence Young voulait que l'interprète de Toy Kronstein soit un acteur au visage remarquable afin qu'il marque les esprits en dépit d'apparitions furtives. Son choix se porta sur Vladek Sheybal, qui avait une allure d'intellectuel. Celui-ci fut réticent à accepter le rôle ayant peur pour sa carrière. Sean Connery l'a cependant convaincu de signer et contrairement à ses attentes, le rôle a accentué sa renommée. Après avoir réalisé l'importance de la production, Sheybal s'est montré enthousiaste et fut ravi de travailler avec Lotte Lenya. L'acteur reviendra dans la parodie Casino Royale en 1967. Ursula Andress était initialement censée revenir brièvement pour jouer la petite amie de Bond au début du film, toujours dans le rôle de Honey Rider. Finalement, c'est l'actrice Eunice Gessen et son personnage de Sylvian Trench qui obtint ce rôle. L'acteur Peter Burton, qui incarnait le commandant Bufroud dans Dr No, était censé reprendre son rôle dans ce film. Mais, étant indisponible, il a dû être remplacé par Desmond Llewellyn. Celui-ci avait déjà travaillé avec Young dans le film 3 des chars d'assaut en 1950. Llewellyn avoua être fan du comics de James Bond publié dans le Daily Express. Young et Fleming voulaient que Q ait un fort accent gallois, comme dans le film où ils se sont rencontrés. Mais l'acteur n'était pas d'accord. Il est persuadé que le personnage devait avoir au contraire un accent anglais guindé. Bien que répertorié dans le générique de fin simplement sous le nom de Bufroid, le personnage n'a jamais été nommé dans les dialogues du film. Il a uniquement été présenté par M comme faisant partie de la section Q et sera désigné sous le nom de Q, abréviation de quartier maître, qu'à partir de Goldfinger. Llewellyn reprendra son rôle dans tous les films de la série jusqu'à Le Monde ne suffit pas en 1999, à l'exception de Vivre et laisser mourir en 1973. L'acteur devant jouer le rôle de l'agent britannique Norman Nash ne se présenta pas sur le plateau. Pourtant, la scène doit être tournée. Le plateau a été réservé. William Hill, le directeur de production, remplace l'acteur au pied levé. Bien que mineur, le rôle est crucial puisque, comme mentionné ci-dessus, Grant prend la place du capitaine Nash pour rencontrer Bond et Tatiana Romanova. Le rôle étant muet, l'acteur improvisé n'eut aucun texte à mémoriser. Après audition, Walter Gottel obtient le rôle de Morzeni. L'acteur réapparaîtra dans 6 autres films sous les traits du général Gogol. Bernard Lee et Lois Maxwell conservent leur rôle, soit respectivement M et Miss Moneypenny. Les actrices Aliza Gour et Martine Beswick interprètent 2 gitanes luttant pour obtenir les faveurs d'un homme. Si la scène vous donne l'impression d'être violente, elle le fut réellement, mais pour une autre raison. Les 2 actrices se détestaient dans la vie et laissèrent leur haine s'extérioriser lors du tournage sous les encouragements de Young.
Allez Martine, attrape-la, vas-y, des coups de pied, ouais, fais-la tomber, cogne !» ou « Vas-y Elisa !» À la fin des prises de vue, les deux actrices se retrouvèrent couvertes d'égratignures. La scène fut jugée scandaleuse lors de sa sortie en salle. C'est la fin de cette première partie. La semaine prochaine, j'évoquerai les péripéties du tournage, les gadgets, la musique, le pré-générique, les réactions du public, etc. En attendant, je vous souhaite un bon week-end.